bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette session table ronde autour du parcours patient et comment le digital peut intervenir dans le parcours patient. J'ai le plaisir d'accueillir Héloïse Paulet, qui est je commence par une dame, Héloïse Paulet, qui est une patiente qui vit aussi un parcours patient à la fois mêlé de présentiel et de digital, et on aimerait avoir un petit peu votre ressenti sur ce qui va devenir peut-être une norme demain, le numérique en santé. On a aussi Charles Thivolet, qui est directeur du centre diabète Diabicare et président de la Société francophone de diabétologie. Et puis, on a Thierry Marquet, qui est médecin, spécialiste en gériatrie et dirigeant d'un des laboratoires japonais en France, un des leaders en France, qui est Takeda. Et nous avons Michel Tsimaratos, qui est professeur de pédiatrie à l'hôpital de Marseille. Alors, pour commencer, je souhaitais faire juste une petite introduction pour parler de ce que les anglo-saxons appellent l'empowerment. C'est la façon d'engager le patient dans un parcours, dans quelque chose de longitudinal et d'holistique. Et j'avais une slide que je voulais partager avec vous qui illustre peut-être de façon un peu futuriste ce qu'on pourrait faire demain dans le parcours de santé holistique et très dynamique. En fait, c'est juste pour illustrer le fait que le patient, dans sa nouvelle prise en charge de santé, il souhaite avant tout que sa santé soit vraiment prise en considération de façon vraiment coordonnée et longitudinale. C'est des mots-clés, mais qui sont importants, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'être pris en charge d'une façon, alors essentiellement pour des pathologies plutôt chroniques, qui s'inscrivent dans le temps, hein, on n'est pas forcément dans une pathologie aiguë là. Par nature, le patient il est connecté et il souhaite avoir le choix de son parcours. Je pense que cette notion de choix de parcours est aussi très importante aujourd'hui dans une société qui conditionne beaucoup de choses au choix laissé à la personne. Il intègre un parcours dédié à sa pathologie qui lui a été recommandé et bénéficie des meilleurs avis. Ça, c'est un autre élément qui est important, c'est qu'on va focaliser beaucoup sur l'avis qui est donné. Je sais que ça peut irriter un certain nombre de personnes de donner des avis, mais je pense que c'est malheureusement la tendance très lourde. Son parcours est à la fois digital mais aussi présentiel, car on ne peut pas tout faire en digital, on ne peut pas tout faire en présentiel. Il est bien sûr équipé de nouveaux devices connectés. D'ailleurs, c'est presque un pléonasme de dire qu'ils sont connectés, puisque par nature, ils vont être connectés. Par nature aussi, on va partager des données. Donc, tous ces éléments-là sont très importants dans le futur de ce qui va être construit. Il échange beaucoup, car le digital permet cette interactivité et pourquoi pas aussi d'aider d'autres patients via des réseaux sociaux. Je pense que ça aussi, c'est une émergence forte, cette notion de réseau et de partage de connaissances entre sachants et non-sachants. Alors, je pousse un peu le bouchon. Il reçoit ses médicaments directement où il est régulièrement et logiquement à l'endroit où il vit. Il est régulièrement évalué en termes d'observance thérapeutique. Ça, c'est un élément aussi majeur dans la prise en charge d'un patient. Il est conscient de l'impact positif des sciences cognitives sur sa santé. Il est coaché pour tous les aspects connexes à sa maladie. C'est-à-dire que le seul médecin n'est peut-être plus à agir tout seul sur le patient, mais c'est un ensemble de professionnels de santé ou non professionnels de santé. Chaque fois qu'il a besoin, il sollicite le canal le plus approprié. Donc, c'est le patient qui choisit avec le médecin le canal le plus approprié pour faire sa communication. Il a le choix de consulter le bon spécialiste sans attendre. Il est engagé dans sa réhabilitation. Il gagne en confiance par rapport à ça. Et la conséquence, c'est que l'ensemble de ce parcours doit diminuer les risques et les sinistralités
et donc diminuer les coûts directs et indirects engagés autour d'un patient. Ça, c'est juste pour illustrer le propos. Maintenant, j'espère que ça dégage effectivement chez vous un certain nombre de réflexions. Et on peut commencer par peut-être Charles, puisque vous œuvrez au quotidien pour la prise en charge coordonnée de patients diabétiques. Vous allez nous montrer quelques exemples. Il y a un certain nombre d'améliorations ces dernières années qui ont permis aux patients une meilleure gestion de leur maladie. Un peu certaines étapes probablement que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment vous voyez les choses sur cet engagement du patient? Bonjour, on parle du diabète et le diabète, ça touche 4 millions de nos concitoyens. Et il y a notamment un intérêt particulier sur la technologie de soins digital dans une particularité du diabète qui est le diabète de type 1 et qui concerne entre 200 et 300 000 personnes en France. Donc, la technologie, le soin digital est à l'origine de la transformation des pratiques et les Hospices civils de Lyon ont accepté le principe d'une structure depuis presque un an qui s'appelle finalement l'hôpital hors les murs, hein, une structure 100% publique dédiée au diabète avec une équipe qui est totalement engagée autour de cette pathologie chronique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une augmentation de cette technologie, de la gestion des données complexes qui nécessite un savoir-faire. Et donc là, la problématique, c'est le maintien des compétences. Donc, on appelle ça une unité de pratique intégrée parce qu'il y a à la fois le présentiel, la consultation, le bilan, mais aussi le distanciel, le soin digital avec une plateforme de télésurveillance. On fonctionne avec des séquences de soins. On fonctionne avec une partie importante de forfait permettant de financer le personnel et non pas la structure. Donc, je dirais qu'il est important dans ce cadre de définir exactement les missions de ce centre et définir des parcours de soins dans lesquels le digital a une part importante. La problématique que l'on a actuellement, et ça a été bien mis en évidence dans le cadre de la pandémie à Covid-19, c'est comment peut-on maintenir le lien, le contact avec des personnes avec une pathologie chronique comme le diabète et qui ont été en quelque sorte stigmatisées comme personnes à risque. Donc, ils ne venaient pas avec fréquence suffisante pour les soins habituels dans les structures hospitalières. Et le fait d'avoir une structure hors les murs rassure et a permis de maintenir le contact. Il y a dans ce cadre aussi l'importance d'une équipe multiprofessionnelle permettant d'avoir un accès aux innovations. Et multiprofessionnel veut dire infirmière, diététicienne, psychologue, enseignante d'activité physique adaptée, tous dans la même structure permettant de faciliter les interactions. La technologie aussi facilite le changement des métiers. On a vu en particulier le métier de la diététicienne évoluer avec du soin digital diététique, l'interprétation à distance, l'impact des repas dans l'équilibre du diabète. Et on a vu aussi évoluer le métier d'APA, donc l'enseignante en activité physique adaptée, permettant de faire des sessions d'activité physique à distance, permettant aussi de donner des conseils en lien avec les diététiciennes et les infirmières sur l'ajustement des traitements. Donc le digital a été un élément très fort dans la transformation des pratiques dans ce contexte. Sur la diapositive suivante, je voulais juste indiquer un élément qui paraît peut-être un peu complexe, mais très coloré, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, avec un tableau qui permet d'avoir à distance et avec les patients qui sont connectés, avec une messagerie sécurisée pour leur donner des conseils, comment ajuster un traitement par pompe à insuline. Et vous avez 3 niveaux. Vous avez en haut les données du glucose, c'est-à-dire comment
fluctue dans une journée le taux de sucre. Et puis, on voit au milieu les débits d'insuline avec un débit de base d'insuline qui permet de gérer le taux de sucre. Et puis, une annonce avec les grammes en rouge du nombre de glucides que la personne prend au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et puis, on voit la dose d'insuline correspondante. Tout ça permet à l'infirmière d'ajuster un petit peu les données de traitement. On voit en bas l'activité physique, ce qui permet à la personne de l'activité physique adaptée de voir l'importance de l'activité physique. On voit au milieu le nombre de pas et on voit baisser en haut la glycémie en rapport avec l'activité physique qui consomme du sucre. On voit la personne qui va arrêter dans la partie suivante son débit de base parce qu'il y a une valeur trop basse de glycémie. Donc tout ça est un exemple des conseils que l'on peut donner à distance pour piloter un traitement, alors que jusqu'à présent, une personne porteuse d'un diabète était complètement isolée avec sa maladie et attendait des consultations relativement éloignées tous les 3 au mieux 3 mois, mais le plus souvent 6 mois, voire 1 an. Et cette personne se retrouvait toute seule avec cette fluctuation des données sans pouvoir avoir des conseils très concrets au jour le jour. Donc on voit que la technologie, dans ce cadre, c'est un exemple, a été un support dans les relations entre professionnels de santé et les personnes porteuses d'une maladie chronique. Et donc, plutôt que éloigner, c'est plutôt renforcer. On parle là d'un téléaccompagnement, de télécoaching, et on voit que la technologie, dans ce cadre-là, c'est plutôt une humanité augmentée, quelque chose qui permet d'augmenter les interactions. Donc, pour nous, technologie, soin digital devient un élément totalement concret dans le soin du quotidien. Voilà les éléments que je voulais apporter dans le cadre de la prise en charge du diabète de type 1, notamment. Est-ce que j'ai juste une petite question par rapport à ça? J'imagine que vous avez mesuré les éléments de qualité de vie, justement cette modernisation, cette prise en charge à distance, parce que vous ne pouvez pas demander à une personne diabétique d'être constamment à l'hôpital, donc ça serait inconcevable. Donc elle est chez elle, elle est dans un mode de qualité de vie où elle sait qu'elle est un peu coachée et accompagnée. Ces éléments de qualité de vie sont importants dans l'évaluation d'un nouveau parcours, parce que donc j'imagine que vous avez des éléments sur cette évaluation. C'est un élément très important. Il est certain que d'un point de vue du côté du patient, le fait d'avoir une prise en charge à distance est un plus. Cela va même dans les organisations, puisque nous mettons par exemple des pompes à insuline en consultation sans les 5 jours d'hospitalisation qui étaient habituellement proposés. Et c'est la télésurveillance qui a permis d'alléger cette prise en charge, permettant de maintenir d'une part cette qualité de vie qui est je n'ai pas un impact de ma maladie sur mon quotidien et mon obligation de rester à l'hôpital dans un lit en disant ben voilà, je suis malade donc je suis dans un lit. Donc clairement on a des indicateurs mais qui sont en train d'être colligés indiquant que cette qualité de vie s'améliore. Mais je dirais que on a certainement le changement des pratiques, c'est aussi examiner l'impact des nouveaux dispositifs dans les soins, dans la vraie vie, quoi. Sachant que lorsqu'on a des ajustements à l'hôpital, c'est totalement artificiel, avec une nourriture artificielle, l'absence d'activité physique. Et donc, il est clair que une organisation dans ce cadre-là, non seulement améliore la qualité de vie, mais aussi la pertinence de la prise en charge. Merci Charles pour votre présentation tout à fait intéressante. On va, alors comme on parlait d'hôpital hors les murs, on va parler avec Michel Tsimaratos, qui est un professeur de pédiatrie et chef de service hospitalier à Marseille, qui, votre dada, Michel, si j'ai bien compris, c'est aussi repenser l'hôpital. Donc ça fait le lien avec l'hôpital hors les murs et l'hôpital classique tel qu'on le conçoit aujourd'hui.
Et j'imagine que dans repenser l'hôpital, il y a aussi peut-être repenser les parcours, repenser la façon dont on prend en charge un patient. Vous voulez nous expliquer? Avec plaisir. Merci François, merci de votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Je voudrais dire que moi, je me retrouve tout à fait dans la présentation qu'a fait Charles Tivolet. Moi, je suis pédiatre, mais je m'occupe d'un service de pédiatrie multidisciplinaire qui s'occupe des maladies chroniques de l'enfant. Et les maladies chroniques de l'enfant, ça regroupe dans notre exercice 3 grandes disciplines que sont l'endocrinologie, diabétologie, la néphrologie et la gastroentérologie. Et donc, en fait, on ne s'occupe que de maladies chroniques. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quand on est patient avec une maladie chronique, vivre avec une maladie chronique, c'est vivre. La mortalité est devenue extrêmement faible dans ces prises en charge chez l'enfant. Et donc, tous ces enfants chez qui on diagnostique une maladie chronique comme un diabète ou une insuffisance rénale vont devenir des adultes. Et donc, notre rôle, c'est d'encadrer ce parcours qui n'est plus simplement un parcours de santé, mais qui est un parcours de vie, et d'accompagner ces enfants jusqu'à l'âge adulte pour en faire des adultes le plus autonomes possible avec leur maladie, mais on les guérit pas de la maladie. C'est-à-dire, il n'y a pas de bout du tunnel. Notre travail, c'est d'éclairer le tunnel et de rendre ce tunnel acceptable. Et donc, l'hôpital n'est plus une structure, et j'étais très sensible à ce qu'a dit Charles tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est pas le financement de la structure, mais le financement des personnels et des ressources. Parce qu'en fait, l'hôpital, c'est pas un bâtiment. L'hôpital, c'est une agrégation de ressources et de savoir-faire extrêmement différenciés, de très hautes compétences, et un nombre très important de métiers différents qui permettent aux professionnels de répondre. Et aujourd'hui, pour répondre de façon actuelle à la prise en charge d'une maladie chronique, il faut bien sûr des soins, mais il faut énormément de coordination. Ça sortait bien dans les diapos qu'a montré Charles tout à l'heure. Il faut énormément de coordination. Alors, repenser l'hôpital, on a, avec le professeur Stéphanie Gentil, qui est médecin de santé publique, et Bénédicte de Victor, qui est économiste, on a réfléchi un peu en profondeur et de façon un peu scientifique sur pourquoi il y avait un tel malaise à l'hôpital et comment se fait-il que ces ressources dont on vante la qualité, l'abnégation, l'engagement, etc., qui font l'objet d'un désir ardent de la part de tous les étudiants, eh bien, sont en grande souffrance. Et là, on est en train de sortir de la période pandémique et on voit remonter les doléances et les incompréhensions entre l'exécutif et les soignants. En réalité, l'hôpital, c'est ses ressources. Et ces ressources-là, ce sont des professionnels qui sont plus ou moins capables de prendre en charge les outils qui sont à leur disposition. Et le parcours aujourd'hui, c'est un parcours qui a été transformé. En quelques mots, pour vous donner une idée de notre vécu, moi j'ai 56 ans, quand j'étais interne, on voyait 3 nouveaux cas de diabète de type 1 chez l'enfant. Et donc, on se disputait pour les prendre en charge. C'était une lutte entre internes pour qui pourrait prendre en charge ces enfants. Et ils restaient hospitalisés 3 semaines, 1 mois. Aujourd'hui, dans mon service, on fait environ 80 nouveaux cas par an. Donc, on est bien dans une croissance épidémique et une proportion importante de ces enfants ont moins de 5 ans. Alors, parmi ceux qui ont moins de 5 ans, la moitié ont moins de 2 ans. Ça veut dire que on démarre dans la vie dans une vie familiale, et puis on nous annonce que notre enfant a le diabète, qui pourra jamais être guéri, qu'il y aura une période où ça sera peut-être un peu plus simple, mais il y aura surtout beaucoup de périodes compliquées, et que on a des outils pour l'aider et pour aider la famille à passer ce cap-là. Eh bien aujourd'hui, avec un scénario comme ça, la durée d'hospitalisation est de l'ordre de 5 jours, 6 jours. Et on y concentre une très importante partie d'éducation et d'acculturation sur comment utiliser
les nouveaux outils, à quel moment on va pouvoir utiliser une pompe, à quel moment on pourrait imaginer mettre une pompe asservie, c'est-à-dire un matériel qui sera capable lui-même de reconnaître un état qui aurait été jugé par le médecin comme dangereux et d'avoir une action thérapeutique. Alors aujourd'hui, les professionnels, je ne parle pas que des médecins, les infirmières de coordination, les infirmières de pratique avancée, les éducatrices, sont capables de prendre, d'intégrer tous ces éléments pour faire en sorte que même avec un diagnostic comme ça qui va contraindre toute la vie, la durée d'hospitalisation moyenne soit de l'ordre de 6 ou 7 jours. Mais derrière, il y a une chaîne de compétences et de ressources qui se mettent en place et qui permettent aux familles de rentrer à la maison, comme a dit Charles Thivollet, de passer le plus rapidement dans un régime alimentaire qui est un régime alimentaire normal, et c'est ce régime alimentaire normal qui va conditionner la réponse thérapeutique. Et donc, l'hôpital est devenu une structure qui optimise le temps d'impact du patient avec la structure de soins, qui n'est pas obligatoirement dans un bâtiment prédéfini. Ça peut être à la maison, ça peut être chez les praticiens libéraux, ça peut être à l'hôpital, bien sûr. Quelquefois, ça doit passer par la réanimation ou par les urgences. Mais notre travail, c'est un travail de coordination. Et donc, repenser l'hôpital, c'est mettre dans les critères de gestion de ces énormes structures, qui sont d'énormes entreprises, des objectifs de qualité, et non pas de faire du management de la qualité. C'était ça l'objet de notre livre, c'était de dire la qualité n'est pas un élément d'évaluation normatif, mais il faut plutôt faire du management par la qualité. Moi, j'ai trouvé que c'était exactement ce qui apparaissait dans les objectifs que nous a présenté Charles Thivollet. C'est si on se fixe un objectif de qualité, comment on fait pour l'atteindre? Et non pas, je vais venir voir comment vous travaillez pour vous dire si vous avez bien travaillé. Vous savez, c'est l'aphorisme qui dit il vaut mieux apprendre à pêcher plutôt que de donner un poisson. La qualité, ça ne peut pas être une récompense, ça doit être un objectif. Et pour que ça soit un objectif, il faut que nos organisations, qui sont des organisations complexes, mettent comme point d'entrée primaire, comme objectif de management primaire, la qualité des soins et la qualité du parcours de santé. On doit intégrer le fait que en aidant les jeunes avec une maladie chronique à devenir des adultes autonomes, eh bien, on construit une société dans laquelle, même quand on a une maladie chronique, on peut être respecté, on peut avoir une vie de famille, on peut avoir un travail, et on ne confine pas les gens avec une maladie chronique dans le statut d'handicapé. Voilà en quelques mots, et pour pas trop dépasser l'état d'esprit dans lequel on exerce. Alors, j'ai une question pour vous. Vous avez dit tout à l'heure que quand vous étiez interne, vous vous battiez pour récupérer un enfant accompagné à un enfant diabétique. J'imagine aujourd'hui que les enfants diabétiques sont totalement technologie addicts, et donc la différence qu'il y a de prise en charge aujourd'hui, est-ce qu'elle est largement facilitée pour vous? Est-ce que c'est intégré dans les pratiques? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel les enfants, vous n'avez plus de questions à leur poser pour dire est-ce que tu as un smartphone, est-ce que tu peux te piloter ou tout ça? Est-ce que ça change les pratiques? Alors, je ne peux évidemment vous parler que de notre expérience. L'hôpital n'est en fait qu'une petite partie de la société, donc il y a de tout. Il y a des gens très accros à la technologie, et puis il y a ceux qui ne veulent ni smartphone, ni Facebook, ni aucun outil. Donc, notre travail, c'est de nous adapter. Quand on a quelqu'un qui est accro à la technologie pour l'outil que ça représente, j'avoue que c'est assez facile et que c'est plus simple de les accompagner. Quand les gens sont accros à la technologie pour l'innovation et pour quelque chose qui est toujours projeté, ça peut parfois poser des problèmes parce que ils peuvent par exemple avoir envie ou pas envie d'une pompe ou d'un logiciel ou d'une solution qui n'est pas spécialement adaptée à leur état, mais plus à l'idée qu'ils se font de l'usage de la technologie. Donc moi, je suis évidemment très intéressé pour toutes ces technologies. Alors, elles ne concernent pas que le diabète. Il y a dans les patients qui ont des maladies de Crohn, les patients qui sont en dialyse à domicile. Ça peut être très, très, très intéressant et ça peut vraiment transformer le parcours de vie des gens, sachant que les soins se déplacent à la maison. Mais c'est pas le mode d'entrée de notre réflexion, la technologie. La technologie, c'est un soutien, c'est une aide
pour un projet qu'on construit avec les familles en tenant compte des familles. Et quand on s'occupe d'enfants, on est dans une situation où on doit tenir compte d'une triangulaire, c'est-à-dire les enfants et leurs parents, avec toutes les facilités et les difficultés qu'on peut rencontrer, la petite enfance, l'adolescence et l'autonomie qui se fait en général un peu plus tard chez les enfants porteurs de maladies chroniques, plutôt vers 22, 23 ans, bien qu'il y ait des exceptions et des enfants qui ont envie d'être autonomes avant. Merci pour cet éclairage particulier mais tout à fait intéressant. On va donner la parole à Thierry Marquet. Thierry Marquet, comme on le disait, vous êtes aussi médecin, beaucoup de médecins autour de la table, et vous dirigez une partie qui est intéressante, vous dirigez le département de l'accès des patients à l'innovation pour un laboratoire pharmaceutique. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est vraiment la prise en charge d'un patient sur le plan de la prise en charge médicamenteuse et de l'accompagnement. J'imagine que ce qu'ont dit Charles et Michel vous interpelle aussi parce que vous êtes en fait dans un même combat, c'est d'engager le patient dans une réhabilitation accélérée, dans une meilleure observance, etc. Comment vous voyez les choses par rapport à ces parcours et comment vous vous organisez ou vous proposez des accompagnements spécifiques? D'abord, François, merci pour votre invitation. Je suis très heureux de partager toutes ces informations avec mes confrères, avec Héloïse qui va nous parler de son expérience de patiente. Je pense que ce que vous cherchez ici, c'est le point de vue de l'industriel, et pas n'importe lequel, parce que je pense que vous avez fait un choix bien particulier. Vous avez choisi un industriel japonais. Et Takeda est le leader mondial des laboratoires japonais. C'est un laboratoire qui est à la fois ancré dans la tradition, nous fêtons cette année nos 240 ans, mais aussi projeté dans l'hyper-modernité, et c'est la caractéristique du Japon. D'ailleurs, l'Association des laboratoires japonais en France, il y a à peine 2 ans, avait fait la première étude très sérieuse sur la télémédecine et son intérêt, et en particulier sur son efficience économique, démontrant d'ailleurs que tout ce qui peut cadrer autour de cet engagement de télémédecine, de e-santé, est source à la fois de croissance pour certaines parties de notre économie, ce qui est très important, la croissance en ce moment, et également de qualité. Alors, pour moi, j'ai entendu dans les propos de mes 2 confrères quelque chose d'important. L'important, c'est l'objectif. L'objectif, c'est, on ne perd pas de vue que c'est la qualité du système de santé, mais aussi un autre mot extrêmement important que les nouvelles technologies peuvent apporter, c'est de la fluidité. Et d'essayer de lisser les ruptures. Et quand on dit rupture, et pour lutter contre les ruptures, je vois des opportunités. Je suis un optimiste, vous savez, sur le plan de la technologie, je pense qu'on est au début de quelque chose et qu'il faut tendre vers quelque chose. La rupture, c'est aussi la nécessité de trouver des points de réconciliation. Je vois pas mal d'opportunités de réconciliation grâce aux nouvelles technologies, au service, avant tout, bien évidemment, des patients, mais aussi du système de santé d'une manière générale. La première réconciliation, c'est cette sempiternelle lutte qu'il y a entre la prévention et le curatif dans notre pays, avec le parent pauvre qui est la prévention. Et je pense que les nouvelles technologies vont pouvoir peut-être décupler nos moyens en termes de prévention primaire, de dépistage en particulier, et puis également booster considérablement la prévention secondaire, parce que je pense qu'ils seront des outils absolument puissants au service de cette prévention. Et peut-être qu'enfin, qu'avec les nouvelles technologies, la prévention deviendra quelque chose de prégnant dans notre pays. Et c'est heureux parce qu'on sait que, évidemment, beaucoup de choses dépendent de cette notion de prévention. Deuxième réconciliation, celle des territoires, celle de l'égalité et de l'équité de l'accès aux soins. Vous savez, on est dans un état très jacobin en France, mais les territoires ont besoin d'exploser dans leur dimension de santé, en particulier d'ailleurs au travers de la prévention. Et la technologie va pouvoir répondre à des déserts médicaux,
à la régulation entre les urgences et le système de vie, urgences dont on savait même déjà avant la crise qu'elles étaient au bord de l'implosion et de la crise aussi. La nouvelle technologie va nous permettre d'aborder les crises. On l'a vu dans celle-là, liée au Covid, et celle des futures crises à venir. Vous savez que le Japon est d'ailleurs un pays extrêmement préparé à la gestion des crises sanitaires. Je vous rappelle qu'il n'a pas fermé complètement sa population, alors même qu'il était en proximité immédiate du foyer endémique. Les réconciliations aussi extrêmement importantes entre le public, le privé, entre l'hôpital et la ville, avec toute cette notion de parcours et de fluidité dans les parcours, entre le parcours de soins où le sanitaire est impliqué, mais aussi le parcours de santé où j'y rajoute le médico-social et le gériatre que je suis, c'est combien l'alliance entre le sanitaire et le médico-social est extrêmement importante. Et puis également, bien évidemment, le social, parce que c'est le parcours de vie, hein, et on y adjoint comme ça une vision beaucoup plus holistique, comme vous le disiez tout à fait au début, François, de la vision du patient au travers de tous ces enjeux, l'accès au travail, l'accès, voilà, la déstigmatisation d'un certain nombre de choses, et puis aussi de la fluidité au travers des points de rupture. Il y a des pédiatres, il y a un gériatre, on sait les points de rupture entre le nouveau-né et l'enfant et l'adolescent, le jeune adulte, l'adulte, puis l'adulte et le senior et la personne âgée. Et tous ces points de rupture sont des points de fragilité dans le parcours. Et là, peut-être que les nouvelles technologies pourront nous amener à réconcilier un petit peu tout ça et à créer de la valeur. Parce que moi, ce qui m'intéresse en tant qu'industriel, c'est la valeur. Démontrer la valeur. Le médicament, il n'a d'intérêt que s'il apporte une valeur. Et pour moi, je trouve que dans la démonstration de la valeur, en particulier du médicament, mais aussi de tous les actes de soins, il nous manque des pans entiers de démonstration, en particulier de l'impact du médico-social, de l'impact sur le social. Et toute cette valeur n'est pas capturée, alors que la nouvelle technologie pourrait permettre de capturer ces valeurs. Et enfin, la réconciliation, bien évidemment, dans tout ce monde des soignants et des patients. Parce que nous allons fêter l'année prochaine les 20 ans de la loi du 4 mars 2002, qui était cette loi de la démocratie sanitaire, la loi dite Kouchner. Et donc, il faut que le patient ait une voix, évidemment, dans tout ça, que les soignants n'en prennent pas ombrage et qu'il y ait une vraie fluidité et réconciliation entre les soignants. Et je parle des soignants en général. J'ai été infirmier avant de faire mes études de médecine. Je suis entouré d'infirmiers à la maison. Je pense que là, le paramédical a un enjeu majeur au travers des nouvelles technologies pour pouvoir également permettre donc la coordination, comme Michel et Charles l'ont dit, parce que le point de coordination est très important avec les nouvelles technologies. Moi, j'ai juste un exemple pour finir. Je suis avec Takeda, nous sommes le laboratoire leader mondial dans la proposition thérapeutique dans les maladies rares et ultra rares. Alors, à contrario du diabète, qui est une maladie évidemment très fréquente, moi, je trouve, par exemple, sur cet autre segment, un intérêt fondamental au déploiement des nouvelles technologies dans les maladies rares, et en particulier au travers d'une vraie révolution qui s'amorce, c'est le virage ambulatoire de la prise en soin de ces maladies rares. Et de faire arriver le médicament en proximité, par exemple, de ces patients, de gérer tous ces médicaments compliqués qui sont au service des maladies rares, des médicaments de biotechnologie, de très haute technologie. Et le virage ambulatoire fait qu'au jour d'aujourd'hui, on peut amener le médicament près du patient, dans son officine de ville, alors même qu'il ne traite ce médicament qu'à peine 80 patients dans ce pays. Donc ça aussi, c'est une révolution. Je rappelle quand même que tout cumulé, les maladies rares, c'est 3 millions de patients dans notre pays, 30 millions en Europe. Donc ce n'est pas non plus rien, même si
il y a encore beaucoup à faire dans le champ des maladies rares, mais ce virage ambulatoire, cette sortie les murs, comme disait Michel, mais cette espèce de virtualisation du système, hein, mais en même temps très concrète et ancrée au service du patient, me semble être aussi un élément important. Voilà, donc moi ce que je voulais vous dire aussi, c'est tout ça, cette espérance et ces opportunités projetées par ces nouvelles technologies. Merci beaucoup Thierry. J'ai noté des petites choses intéressantes, c'est que ce qui quand même relie pédiatre et gériatre, c'est beaucoup la prévention, puisque quand on va voir son pédiatre, c'est parce que, pas forcément que son enfant est malade, on va le voir pour travailler un peu à l'évitement et la prévention de problématiques. Et la gériatrie, c'est aussi beaucoup de prévention d'un certain nombre d'événements où on sait que là, c'est plus compliqué quand on tombe dans un accident avec une personne âgée. Donc, je trouve que cet élément de prévention, comme vous l'avez dit, moi, je discute beaucoup avec les médecins avec qui je travaille, et cette notion de prévention, alors, vous l'avez dit, l'orientalisation de la médecine, c'est passer d'un stade curatif à un stade de prévention. On n'est pas forcément prêt parce que derrière, et là, les médecins qui enseignent seront peut-être d'accord avec moi, c'est que derrière, on a un énorme trou de formation justement pour anticiper et travailler autrement, notamment les jeunes médecins qui n'ont pas cette formation forcément d'agir en amont. Alors, merci Thierry, on va passer la parole à Héloïse. Héloïse, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, vous avez entendu plein de choses, Héloïse, hein, vous avez le droit de faire les commentaires que vous voulez. Expliquez-nous peut-être un peu votre vision des choses en tant que patiente. Alors, bonjour à tous. Alors, ma vision en tant que patiente de tout ce qui a été dit, c'est vrai que j'ai retenu principalement ce qui m'a le plus marqué, c'est le suivi du patient. Parce que c'est vrai que donc moi je suis malade depuis 2008 et ça a été compliqué au niveau diagnostic déjà pour trouver ce que c'était, et donc l'orientation du médecin, voir différents médecins et à chaque fois rappeler ce qui nous est arrivé, rappeler les examens qu'on a fait, etc. Donc il y a cette fluidité-là, moi ça m'a beaucoup manqué dans mon parcours de malade, parce qu'à chaque fois je recommençais de zéro à chaque nouveau médecin que je rencontrais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui manque, je trouve, et ça se développe heureusement, mais ce cloisonnage en fait entre les médecins et chaque institut en fonction de là où on va. Après, si je peux donner mon avis aussi sur alors le fait de recevoir les médicaments là où on est, c'est vrai que c'est une belle avancée. Alors parce que moi, je suis partie plusieurs fois, quelques mois à l'étranger, avec un traitement qui est assez cher. Donc, si je le prends à l'étranger, je bénéficie pas du remboursement ici. Et donc, c'est vrai qu'il fallait que je fasse mes stocks. Donc, c'est des médicaments qui se prennent au froid, enfin, qui se maintiennent au froid. Et c'est toujours compliqué en tant que patient d'organiser ce voyage, parce qu'il faut prévoir le nombre de doses pour partir, il faut prévoir l'avion, etc., le conditionnement. Donc, c'est vrai que ça facilite grandement, et on m'avait pas proposé cette option auparavant. Donc, je pense que c'est que ça se développe. Voilà. Après, moi, mon parcours au niveau digital, alors c'est vrai que je suis pas très, très connectée, mais j'échange énormément par mail avec mon docteur qui me suit. Et donc, c'est à chaque fois que j'ai un problème ou que j'ai un ressenti différent dans la maladie, j'ai un moyen facile de le contacter. Donc, pour l'instant, c'est par mail, pas par téléphone. Donc ça, pour moi, je le voyais pas comme de l'innovation, mais c'est vrai que c'est un moyen digital en fait de communiquer avec mon médecin et de pas à chaque fois de m'y rendre, parce que j'ai tendance à changer souvent de ville, parce que je m'adrouille un peu de partout. Et donc ça, c'est vrai que ça m'aide beaucoup dans ma maladie. Après, pour tout ce qui est collecte de données, etc., moi, j'ai un petit je pense que c'est important aussi de laisser le choix au patient, de savoir si il a envie que toutes ces données soient collectées sur sa maladie, parce que c'est vrai, quand on est malade, enfin moi en tout cas particulièrement, j'ai pas envie que ma maladie soit au centre de ma vie, et j'ai pas envie de toujours voir des données sur qu'est-ce qui se
passe, comment je vais, etc. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas envie de penser à ça tous les jours, tout le temps, et juste vivre de façon normale. Donc, c'est vrai qu'il faudrait, enfin, il y a quelque chose à faire, mais il y a aussi des limites pour ne pas, enfin, pour pas que la maladie prenne toute la place dans la vie de patient, en fait. Voilà ce que je peux apporter. Après, je préférerais qu'on rebondisse des questions et des échanges. Donc, merci Héloïse. Théo, je vous présente rapidement, vous êtes chirurgien plasticien au CHU de Montpellier et surtout spécialiste des plaies, ce qui vous a donné l'idée de déposer un article 51 autour de la prise en charge de plaies à domicile, de plaies complexes. Et vous allez, dans le cadre de cette expérience, nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place et comment vous trouvez que le digital ou la télémédecine peut apporter dans ce contexte-là. Bonjour. Effectivement, en tant que chirurgien plasticien au CHU de Montpellier, je me suis assez tôt intéressé au problème des plaies complexes qui, à l'époque, n'intéressaient pas grand monde. Et j'ai persisté parce qu'il y avait une vraie demande, une demande de la part des infirmiers, des infirmières, mais une demande également de la part des médecins dont l'enseignement ne couvre pas cette pathologie ou ne couvrait pas à l'époque cette pathologie. Donc on a monté un système ville-hôpital dans lequel des infirmiers sur base de volontariat, infirmiers privés, mais également des acteurs publics, médecins aussi, avaient développé un système d'aide à la décision sur la prise en charge au domicile des plaies complexes. Donc l'infirmière experte se déplaçait et aidait l'infirmière non experte à prendre des décisions et à améliorer la cicatrisation. Ceci jusque dans les années 2007-2008, où il nous a été proposé d'intégrer de la télémédecine, ce qui nous arrangeait parce que les infirmières expertes n'étaient pas tout le temps disponibles, et puis on pouvait couvrir un territoire beaucoup plus large dans ce qui était à l'époque le Languedoc-Roussillon. Donc on a intégré la télémédecine, on a travaillé sur des projets, en particulier un premier projet qui était financé par la ZIP Santé à l'époque et qui a permis entre 2011 et 2016 de démontrer que comprendre le patient en télémédecine avec l'assistance de l'infirmière locale de A à Z, je dirais, depuis le départ, depuis la primo-téléconsultation jusqu'à la fin de la cicatrisation, ou que le patient vienne voir l'expert, se déplace et se redéplace bien souvent, on avait des résultats qui étaient strictement identiques. Il y avait une étude randomisée, contrôlée, qui a été publiée à l'échelon international et qui le confirme. Donc on a là capacité d'intégrer de la télémédecine et de faire en sorte que, avec un logiciel Play spécifique, avec l'aide d'une plateforme de mise à disposition d'outils spécifiques et d'outils non spécifiques, puisque beaucoup est basé sur le téléphone portable de l'infirmière du domicile. C'est un élément important. À partir de 2016-2017, notre ARS nous a dit il faut continuer, on va vous intégrer dans une demande d'article 51, puisque la loi de finances de sécurité sociale de 2018 autorisait des innovations. Donc on a présenté un projet qui a été accepté, parmi les premiers d'ailleurs, et qui porte sur des innovations importantes. Le premier, c'est le paiement au forfait, c'est-à-dire qu'il y a un appel centralisé et que à partir de cet appel centralisé sur toute une région qui est l'Occitanie, qui est plus le Languedoc puisque les régions ont fusionné. L'Occitanie, c'est la Suisse, c'est la Belgique, c'est 6 millions d'habitants. Et donc, la couverture se fait sur un seul numéro de téléphone. Vous avez un problème de plaie, vous appelez ce numéro de téléphone. Donc, cette innovation porte également sur la coordination. C'est-à-dire qu'en fait, on a un système dans lequel un appel centralisé, une décision de tri. Est-ce que c'est une plaie complexe? Est-ce que c'est une plaie simple? Et je pense que ça, c'est important parce que pour les problèmes de santé simples, un appel direct d'un patient à un médecin type téléconsultation simple, aucun problème. Quand c'est complexe, il faut intégrer plusieurs personnes et décider quel va être le meilleur acteur, l'acteur principal de la comorbidité principale. Et ça, les gériatres nous l'apprennent bien.
Le lundi, c'est le cœur, mais le vendredi, ça peut être le foie qui domine, et il faut s'adapter en permanence à… et comme les plaies sont une comorbidité comme les autres, les plaies ne cicatriseront que si l'ensemble des pathologies connexes, des comorbidités, est prise en charge correctement dans le sens d'une amélioration de la cicatrisation. Donc, la complexité, elle nécessite de la coordination. Et cette coordination, lorsque nous avons obtenu l'article 51, elle était définie par des axes très généraux, mais dans la pratique, elle reste à affiner. Et donc, notre équipe, qui comprend une cinquantaine d'experts répartis sur la région, qui va de Tarbes à la vallée du Rhône et de Mende jusqu'à la frontière espagnole, est assistée par une équipe projet qui comprend 10 personnes, des secrétaires, des infirmiers spécialisés qui vont faire le tri, et puis des infirmiers coordinateurs qui vont s'attacher à ce que la décision qui a été prise au départ par l'expert le plus proche du domicile et le plus adapté à régler le problème. Si l'infirmier coordonnateur voit qu'il y a un défaut de vascularisation, par exemple, il va trouver sur un patient qui habite Tarbes, il va trouver un médecin vasculaire le plus proche de Tarbes pour que l'ensemble de la coordination du parcours puisse être assuré par quelqu'un qui est proche du domicile et qui connaît bien le réseau, le maillage des experts dans ce domaine. Donc cette coordination, on l'a définie et on essaie de la mettre en pratique avec des infirmiers coordonnateurs, des médecins coordonnateurs qui vont s'attacher à faire en sorte, par exemple, un exemple, c'est on a besoin d'un Doppler pour voir si le pied est bien vascularisé. Si on voit l'expert et qu'on se déplace et qu'on va voir un expert en plaie dans une région ou une autre, il va dire Doppler. Et il va laisser le patient se débrouiller pour avoir un rendez-vous de Doppler, qui en général n'aboutit qu'au bout de certains temps. Ça peut être long. Là, le coordonnateur qui est en backup va dire « Vous avez besoin d'un Doppler, je m'en occupe ». Et va appeler le Dopplériste en lui disant « Non, non, c'est pas dans 3 mois, c'est demain après-midi ou c'est très rapidement ». Et donc, ça change beaucoup les choses parce que ça accélère le processus. Vous parliez dans votre cheminement de l'intégration d'outils télémédecine pour accélérer le processus. Oui, c'est évident. L'accélération du processus, elle se fait déjà au départ. C'est-à-dire que la disponibilité, l'engagement de notre réseau, puisque c'est un réseau qui porte ça peut être notre système, mais c'est un réseau qui porte le projet. L'engagement du réseau, c'est un avis spécialisé en moins de 48 heures. Donc déjà là, on n'est plus dans l'attente d'un rendez-vous de dermatologie à 6 mois pour avoir un avis sur un ulcère de jambe. Et c'est important. Derrière, la coordination, c'est l'effet accélérateur de décision et la coordination des acteurs. On a besoin d'un diététicien pour corriger la nutrition. On a besoin d'un infectiologue pour savoir si le staphylocoque qu'on a trouvé dans la plaie, il faut le traiter par antibiotique ou pas. Donc tout ça crée une amélioration des pratiques, sans compter le coût et le pari, entre guillemets, du ministère a été, très bien, on met 6 millions d'euros sur la table, mais on espère bien en récupérer 18 à la fin de l'expérimentation. L'expérimentation va durer 4 ans. Et à la fin de l'expérimentation, si vous nous démontrez qu'en Occitanie, ça marche, on généralise et on propose ça à l'échelon national à toutes les autres régions en disant, le fait, voilà, vous avez 400 € pour prendre en charge un épisode de soins, examen exclu, hospitalisation exclue. On ne parle que des décisions, de la prise de décision et des stratégies à mettre en œuvre pour aller à notre objectif, pour atteindre notre objectif. Ben, merci. J'espère qu'effectivement, on pourra démontrer que la combinaison de présentiel, de digital, que on appelle digital, la plupart du temps, montrera sa capacité à améliorer surtout la coordination, parce qu'on le sait très bien, la première revendication des patients et des médecins, c'est de pouvoir partager un certain nombre d'éléments et de coordonner ces parcours. Donc, bravo pour votre expérimentation en cours. On espère qu'effectivement, il y aura un certain nombre de résultats positifs qui permettront d'enclencher le principe du paiement au forfait. Les nouvelles innovations, enfin, toutes les innovations qui arrivent, on aura besoin d'intégrer ces innovations dans les parcours et donc
ne sortir du modèle du paiement à l'acte pour un modèle forfait. Est-ce que je vais redonner la parole aux autres intervenants. Est-ce que, en guise de conclusion, parce que le temps arrive à la fin là, en guise de conclusion, est-ce que vous auriez un petit mot à la fois du côté du patient, à la fois pour vos tutelles, pour votre entourage? Est-ce que vous auriez un petit mot de conclusion, Charles? Oui, moi je voulais rebondir sur ce que vient de dire Héloïse. C'est tout le problème des termes et de l'engagement que l'on a. Télésurveillance, par exemple, est un terme qui ressemble plus à la surveillance d'une maison et donc à la problématique de l'intrusion. C'est un partenariat, c'est-à-dire qu'il faut avoir un accord et il faut connaître un petit peu les limites. Et c'est pour ça que j'ai employé tout à l'heure le terme de téléaccompagnement. Le soin digital, c'est du coaching, c'est pas de l'intrusion, c'est quelque chose qui doit se faire en accompagnement, main dans la main. Donc, il faut trouver les limites et voir dans une vision constructive la technologie comme la poursuite du soin. Donc, ça nécessite une formation, ça nécessite des compétences, mais surtout du savoir-faire, quoi. C'est-à-dire s'arrêter dans la vie privée pour avoir une vision quand même très constructive dans cette maladie chronique qui est un long chemin. Et donc, il faut avoir cette nouvelle compétence. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est à construire même lors des études médicales, parce que je pense que la technologie fascine, mais on n'enseigne pas la bonne utilisation de cette technologie. Merci Charles. Michel, un petit mot de la fin? Moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je crois que dans le travail des équipes de soins, en tout cas quand on doit faire de la coordination de parcours, il y a aussi cette partie-là qui répond à l'inquiétude qu'a manifestée Héloïse, c'est que la technologie ne soit pas intrusive dans la vie des gens. Il y a souvent, on constate qu'il y a plusieurs moments dans la vie des gens qui souffrent d'une maladie chronique ou pas, mais quelquefois, la technologie, par exemple, pour les capteurs embarqués, ça peut entraîner chez certaines personnes qui sont très technophiles, qui se contrôlent toute la journée et qui font 200 contrôles dans la journée de leur glycémie, et ça génère beaucoup plus d'angoisse que de solutions pour eux. Notre travail, c'est d'être capable de juger à quel moment cette technologie envahit un peu le quotidien des gens. Et de la même façon que nous avons tous assisté à l'envahissement de notre sphère cognitive pendant la pandémie, de dizaines de milliers d'experts dont on ne savait plus si les conseils qu'ils nous donnaient sur comment manger, comment se comporter, etc., étaient vraiment basés sur de la connaissance. Et bien de la même manière, la technologie porte en elle le risque, à un moment donné, d'envahir le quotidien des gens. C'est notre travail aussi de considérer ça et d'être capable de conseiller ou d'encourager les patients à avoir un petit break avec la techno. Et je dis souvent aux ados que je rencontre, moi je m'occupe plus des ados dialysés, si pendant un mois ou un mois et demi, tu n'as pas envie de te connecter, c'est pas péché. Voilà, tu fais comme tu veux, tu fais comme tu le sens, et tu peux très bien avoir un moment donné dans ta vie un temps où tu veux plus te consacrer à autre chose au reporting technologique grâce à la montre, grâce à tous les devices qu'on a. Donc la technologie, c'est un vrai outil de réconciliation, je suis d'accord avec, je suis très favorable à cette réconciliation par la technologie, mais ça ne peut pas prendre le pouvoir sur l'environnement et le vécu des gens. Nous, on est là pour que le vécu des gens soit bon, et on n'est pas là pour que le vécu des gens soit technologique. Donc, c'était mon... Merci beaucoup, Michel. C'est vrai que parfois la technologie rapproche et elle est positive dans ce sens-là. Parfois la technologie éloigne et isole. Donc il faut prendre le verre à moitié plein et garder ça. Thierry, un petit mot de la fin? Écoutez, moi d'abord vous dire que j'ai heureux et évidemment de partager ça avec mes deux confrères, avec vous François, puis Héloïse,
aussi. En fait, je loue évidemment les expériences de Michel et de Charles, parce que, en fait, pour tout se dire, nous sommes au début de quelque chose. Et ce qu'il faut au début, généralement, c'est faire les bons choix. Parce que évidemment, si on se trompe dès le début, ben, ça va pas le faire. Et vous avez ici exprimé un certain nombre d'opportunités et de risques. Voilà. Pour moi, vraiment, Michel, c'est l'objectif. L'objectif, c'est la qualité. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'on doit quand on est soignant, quand on est décideur en santé, quand on est industriel, on se doit de fournir l'excellence et la qualité au service des patients, de leur entourage aussi, qui est très important dans la dimension, en particulier en pédiatrie évidemment, mais pas seulement. En gériatrie, ça existe aussi. Donc voilà, et de la fluidité, je disais, parce qu'Héloïse a repris le mot. Je pense que ces nouvelles technologies, si elles doivent apporter, c'est ça, l'excellence et la qualité, elles doivent être au service de ça, et seulement au service de ça, des patients. Elles ne doivent pas se substituer à autre chose. Il y a un bouquin qui s'est écrit par un grand chirurgien, ben, la médecine sans médecin. Enfin, voilà, donc non, on va pas là-dedans, faut pas. C'est autre chose. C'est le coaching, comme dit Descharles. C'est de la chaîne de compétences et de ressources à sublimer, comme le disait Michel. Et Héloïse, voilà, vous avez raison, c'est la fluidité, parce qu'il y a des moments de rupture dans votre parcours et il faut le respecter. Voilà, et puis créer de la valeur. Voilà. Créer de la valeur toujours au service des patients, au service de la démonstration scientifique aussi, très important, de démontrer aussi toujours et encore scientifiquement les choses au service des patients, et également l'efficience pour le système de santé. Voilà, et ça c'est aussi une dimension qui est extrêmement importante dans la démonstration de la valeur. Merci. Merci Thierry. Héloïse, vous avez le sublime privilège d'avoir le mot de la fin. Ce que je peux dire, c'est que déjà, je suis contente aussi. Alors, je sais pas si c'est parce que je grandis et qu'on me donne plus la parole, mais je trouve que les patients sont aussi beaucoup plus écoutés qu'avant. Enfin, en tout cas, ou alors avant, j'étais trop petite, je ne sais pas. Et le ressenti est de plus en plus pris en charge, justement, pour qu'on ait pas seulement des soins pour notre maladie, mais pour que on vive vraiment de façon normale, comme vous disiez, et pas en tant que malade et juste de guérir, enfin, soigner la douleur. Et donc, je pense que la technologie, ça doit être au service justement de ceux qui en ont besoin et ceux qui veulent l'utiliser, et que ça améliore forcément. Moi, je l'ai bien vu dans tout mon parcours de patiente, ça augmente. On vit beaucoup mieux, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage, et donc c'est mieux parce qu'on a plus de retours aussi derrière et plus de choix pour décider de comment on veut vivre avec la maladie. Alors, si on veut conclure, je pense qu'il y a des éléments qui sont extrêmement forts. Les éléments forts, c'est les solutions. Il y a des solutions de coordination actuellement qui sont testées dans plusieurs régions, qui sont efficaces dans plusieurs régions, en Nouvelle-Aquitaine, en Ara. Donc, coordination, avoir des solutions de coordination. Ces solutions, il faut qu'elles soient intégrées et interopérables avec la facturation en aval et avec le dossier médical du patient, le dossier personnalisé. Si on obtient ces outils, des bulles de coordination, ça s'appelle comme ça, des bulles de coordination, je pense que on va beaucoup progresser. Et le dernier point, c'est le patient, son implication et l'ouverture vers des outils connectés qui peuvent être, là, pour nous, des pansements qui sont connectés, ça arrive, des pansements qui informent sur le statut infectieux de la plaie. Donc ça, c'est une ouverture, je dirais, en recherche qui est en cours de développement. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Cette table ronde a vraiment été très intéressante avec des aspects différents. Et encore une fois, un grand merci. Et puis, écoutez, peut-être à très bientôt. En tout cas, merci beaucoup.